Les sources d'inspiration pour créer des SAE. Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on vous présente une capsule sur les sources d'inspiration pour créer des SAE. On sait que c'est quelque chose qui est parfois difficile quand on commence à créer des nouvelles SAE ou qu'on essaie d'en adapter, de trouver l'inspiration qui va nous permettre de faire une bonne SAE, quelque chose dont on va être fier. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Nos discussions vont s'appuyer sur des SAE qu'on a créées, Marie-Hélène et moi. Moi, je vais vous présenter Décris-moi ton arbre, puis la SAE, la science à toutes les saveurs. Marie-Hélène, elle va vous présenter les SAE qu'elle a créées, qui sont les poudres sous enquête, puis le piège à monstres. Puis finalement, ensemble, on a créé une trousse pédagogique Alerte au virus. On va vous présenter aussi nos inspirations pour ça. C'est venu d'où l'inspiration pour créer ces SAE? L'inspiration pour l'activité Décris-moi ton arbre. Décris-moi ton arbre, c'est une activité d'observation qui se passe à l'extérieur avec des arbres. C'est une activité que j'ai créée en équipe avec deux collègues, Marie-Ève et Mélissa. Puis en fait, on s'est inspiré du terrain extérieur de l'école à laquelle on devait animer cet essai-là. Alors, on s'est vraiment servi de ce qu'il y avait sur le terrain de l'école. On voulait que ça se passe à l'extérieur, puis il y avait des arbres, puis on est vraiment parti de cette idée-là. La science à toutes les saveurs, c'est une activité qui est inspirée d'activités que vous connaissez peut-être qu'on fait assez fréquemment, particulièrement à la maternelle, des activités de goût, alors de goûter quelque chose puis deviner ce que c'est. On voulait adapter quelque chose pour le troisième cycle, alors on a décidé de travailler sur les ondes de la langue avant de réaliser que c'était un mythe et c'est ça qui a inspiré notre essai en fait. La trousse, en fait, pour les virus qu'on a créé avec Marie-Hélène, c'est vraiment parti d'un besoin. On s'est retrouvés en pleine pandémie en réalisant qu'il n'y avait pas grand-chose qui parlait des virus pour les élèves du primaire. Alors, on s'est dit qu'on allait se mettre à la tâche et créer quelque chose. Ben, de mon côté, ce qui m'a animée quand Estelle m'a parlé de son idée de faire une SAE sur les virus, ce qui a fini en trousse finalement, c'était l'idée de se dire qu'on avait un point d'ancrage, qu'on avait un peu de contrôle sur ce qui se passait autour de nous, qu'on était capable d'expliquer ce qui se passait, qu'on allait donner des outils aux gens aussi pour que ça soit plus clair pour eux. Donc, il y avait tout ça qui nous a vraiment animés et qui nous a amené à avoir toutes sortes d'idées un peu farfelues puis un peu drôles, puis finalement transformer cette trousse-là en activité aussi pour les étudiantes au baccalauréat. Pour ce qui est de l'activité des poudres sous enquête, ça a commencé en fait par un mélange entre deux activités. Une activité que Pierre Chassonnier faisait dans son cours où il travaillait sur les enquêtes policières avec les empreintes digitales. Puis un livre qui date des années 60 que j'ai retrouvé dans la didactèque de l'UQAM qui parlait de l'exploration des poudres de façon très libre, très humaniste. Donc l'activité me plaisait, mais j'aimais aussi beaucoup le thème policier parce que je sais que les étudiantes l'appréciaient. Donc j'ai essayé de mélanger un peu les deux en faisant des liens avec le programme. Donc c'est ce qui a donné les poudres sous enquête. Pour l'activité des pièges à monstres, je cherchais une activité en technologie qui allait être amusante, qui allait permettre de faire des liens aussi avec le français puis avec les arts et avec mon sujet d'étude qui est les musées. Donc, on se retrouvait avec une activité un peu farfelue où on monte une exposition pour convaincre les élèves de maternelle que nos pièges vont permettre d'attraper les monstres qui se trouvent sous leur lit. Quel est l'effet des contraintes sur votre planification? En fait, je trouve que les contraintes sont particulièrement utiles. C'est souvent ça qui va venir stimuler mon imagination, m'amener à trouver des nouvelles façons d'aborder certains sujets avec les élèves. Dans le cas des virus, la contrainte était que pour bien comprendre ce qui se passe au niveau de la transmission, au niveau aussi de ce que c'est un virus, on devait aborder des notions qui sont généralement abordées à l'université. Aussi, les maladies puis les virus, ça fait pas partie du programme de formation, donc de la PDA. Puis ça nous amenait à nous questionner sur la manière dont on pouvait demander aux enseignants d'en parler en classe, de leur donner envie de le faire aussi, tout en grugeant pas trop sur les autres parties du programme. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment travaillé à proposer des activités qui allaient être interdisciplinaires, qui allaient intégrer le français, les mathématiques. Puis aussi, on a eu un travail vraiment important à faire pour varier nos approches, pour s'assurer que ce qu'on allait présenter comme notion était approprié pour des élèves du primaire. Donc, il a vraiment fallu vulgariser pour rester scientifiquement juste, tout en étant accessible. Pour ce qui est des deux autres activités, en fait, je me suis plutôt imposé des contraintes. Donc, dans le premier cas, je voulais une activité qui allait être particulièrement contextualisée. Donc, je voulais la lier à un domaine général de formation qui était orientation et entrepreneuriat. Puis, ça m'a amené à travers ça à choisir des façons différentes d'aborder les contenus. Pour ce qui est de l'activité sur les monstres, je voulais quelque chose qui était particulièrement ludique avec un contexte inventé. Puis, je voulais aussi intégrer les machines simples pour en parler en classe. Donc, c'est à travers ça que je me suis mis à trouver de l'inspiration avec les musées puis avec les histoires de monstres qu'on raconte à l'Halloween.
Pour la SAE du virus, bien, comme Marie-Hélène l'a mentionné, on avait vraiment de la contrainte de travailler avec déjà quelque chose qu'on peut pas facilement voir, qu'on peut pas manipuler. Donc, ça a été vraiment une contrainte qui nous a inspirés. Puis moi, je suis beaucoup allée essayer de chercher des liens avec le programme. J'en ai trouvé. On a pu faire des liens avec la mesure, on a pu faire des liens avec la manipulation d'objets. Alors finalement, on a réalisé que même si on partait d'un sujet qui n'était pas traité officiellement dans le programme, on était vraiment capable assez facilement d'aller fouiller puis trouver des liens avec la progression des apprentissages puis avec le programme. Pour la SAE Décris-moi ton arbre, comme j'ai dit, là, c'est une SAE qui s'est faite dans le cadre d'un cours, en fait, puis on allait animer cette activité-là dans une classe, donc on n'avait pas accès à du matériel, on pouvait rien faire acheter, on devait vraiment travailler à l'extérieur avec ce qu'on avait. Puis ce qu'on avait, c'est un petit terrain, pas super inspirant, pas vraiment d'accès à un parc, mais un petit terrain devant l'école avec quelques arbres. Alors, on s'est dit, ben on a des arbres, il y en a des différents. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben on va travailler avec ce qu'on a. Puis finalement, ça a donné une activité qui est vraiment intéressante dans le sens où elle peut facilement être rapportée sur plusieurs espaces. Donc, peu importe où est l'école, en ville, en campagne, probablement qu'on a accès à quelques arbres différents. Pour la SAE de la langue, c'est super intéressant aussi parce qu'en fait, c'est parti un peu d'une erreur. On s'est dit, on va faire l'activité sur les ondes de la langue, donc la zone du sucré et du salé. Puis en fait, après un cours, on a réalisé que c'était pas vrai ces ondes-là. Puis on s'est dit, ben là, on peut pas faire une activité sur quelque chose qui est pas vrai. Puis en fait, ben, en y réfléchissant, on a trouvé qu'au contraire, c'était intéressant. Moi, j'ai récupéré cette activité-là que j'ai créée avec des collègues après pour essayer de l'amener encore plus loin puis réfléchir aux questions de est-ce qu'en science, on peut avoir des protocoles qui cherchent à prouver que quelque chose est faux? C'est là que c'est devenu un peu la base de cette activité. À quoi ressemble votre démarche quand vous planifiez? On a une démarche de planification, les deux, qui est très, très différente. Estelle, tu as l'air de partir un peu dans tous les sens, là. Ouais, c'est ça que je disais. Moi, je pars souvent avec une intention un peu floue, un truc que j'aimerais aborder comme pour la langue. Je me suis dit à un moment donné, mais j'aimerais ça aborder des questions quand même complexes un peu sur la science, sur qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on peut prouver des choses en science, est-ce qu'on peut prouver que des choses sont vraies, sont pas vraies, est-ce que comme scientifique, on peut influencer nos résultats. Puis je me suis dit, mais est-ce que c'est possible de faire ça au primaire? Je pars d'un espèce de bouillon d'idées, puis finalement, j'essaie de viser pour aller trouver du concret auquel rattacher ça. La question des ondes de la langue, beaucoup de gens croient que c'est vrai, versus en fait, il n'y en a pas vraiment. Mais je restructure puis j'édite à partir d'un espèce de tourbillon d'idées. Je pars dans tous les sens pour finalement simplifier, puis essayer d'arriver avec quelque chose qui se tient. De mon côté, je pense que c'est un peu l'inverse. En fait, je peux tendance à partir soit d'un contenu que je vais aborder ou d'un bout d'activité que j'ai trouvé intéressant quelque part ou d'un truc que j'ai lu. Puis c'est à partir de là que je vais aller broder, je vais aller trouver dans quel contexte ça on en parle, de quelle façon est-ce que ça serait amusant de l'aborder ou signifiant. Puis tranquillement, je vais aller broder autour de ça jusqu'à temps que j'ai habituellement me retrouver avec une activité assez complexe qui touche un peu à tout. Parce que j'aime bien l'interdisciplinarité, parce que j'aime ça fouiller, creuser avec les élèves. Puis j'aime ça. Ça, c'est mon défaut. Là. Quand je planifie, j'ai tendance à faire des activités qui sont vraiment longues et complexes. Mais je pense qu'il y a ça qui est beau dans les activités que tu planifies, c'est qu'elles sont super simples, faciles à mettre en place. Puis elle illustre bien ce que tu veux faire. Là. Ouais, une chose qu'on se disait, puis je pense que le fait que tes activités, Marie-Hélène, ils ont été mises à l'épreuve ils ont été essayées, c'est qu'en fait, le processus de planification, il s'arrête jamais, en fait. Puis l'activité, les moments les plus importants quand on planifie une activité, c'est le moment où on l'essaie puis on l'adapte à des milieux. On se disait qu'il existe. Si le vrai clé en main existait, si on pouvait fournir une activité qui fonctionnerait dans toutes les classes, on n'aurait juste pas besoin d'enseignantes, alors que dans la réalité, ça prend des personnes qui vont aller adapter à des spécificités, à du matériel. Donc, on est tout le temps, en fait, en train de replanifier pour notre propre classe, pour notre propre groupe, que ce soit un groupe d'étudiantes universitaires ou de première année ou un groupe d'adaptation scolaire. Oui, puis je pense que tu as vraiment raison. J'ai vu dans les SAI que tu fais, il y a toujours une place où tu as mis une page pour la prochaine fois, une note pour la prochaine fois. Puis
Ça me rejoint beaucoup parce que j'ai l'impression que quand on a créé une activité, souvent, elle va rester à peu près la même. Mais il y a plein de petits détails, de petites choses qu'on va aller ajouter, modifier pour répondre aux besoins d'un groupe. Puis après ça, la beauté de l'histoire, c'est de prendre des activités qu'on fait avec des étudiants à l'université, d'aller les tester au primaire, de revenir, d'être capable d'en parler. Je pense que ça, c'est une partie qui est vraiment le fun. Puis on a le droit de faire ça. T'sais, on a le droit de... c'est pas une SAE, c'est pas quelque chose de figé. On a le droit d'aller chercher des morceaux qu'on aime. On a le droit... Tant qu'on a une idée... Je pense que à la base, il faut avoir une idée claire de ce qu'on veut faire avec nos élèves. Est-ce que moi, je veux qu'ils retiennent telle chose? Est-ce que ce que je veux, c'est leur faire pratiquer à utiliser du matériel compliqué? Est-ce que je veux qu'on travaille l'hypothèse? Après, à partir de là, quand on a ce fil conducteur-là, le reste, on peut l'adapter selon ce qu'on a envie de faire, puis selon ce que nos élèves sont capables de faire, puis selon ce qu'on a disponible. Puis jamais avoir peur de prendre quelque chose, puis on peut aller citer les inspirations, mais ça nous appartient, puis ce qu'on fait avec notre classe, ça nous appartient. Puis ce qui est fait d'une bonne SAE, généralement, c'est que il y a plusieurs intentions pédagogiques qu'on pourrait rattacher à cette SAE-là. Donc, on n'est pas obligé de travailler tout, de mettre l'accent sur tout à toutes les fois qu'on l'utilise. L'important, c'est que nous, quand on la planifie, on choisit une intention souvent au départ. Ou même des fois, si on est un peu honnête, je pense qu'on a un objectif vague d'arriver, puis qu'après ça, on vient le reformuler, on vient le préciser. Mais la même activité, on peut l'utiliser de différentes façons. Autant on peut travailler, par exemple, avec ton activité des arbres, on peut vraiment travailler le vocabulaire avec les élèves, comme on pourrait travailler certaines techniques d'observation. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de place, puis c'est en choisissant l'angle d'attaque qu'on prend cette fois-là qu'on va faire une bonne planification. Oui. Puis on a parlé aussi de notre processus de rédaction, puis ça, je le trouve un peu drôle parce que les deux, on est tellement opposés. Moi, dans le fond, ce que j'ai tendance à faire, c'est que je m'imagine la scène un peu comme dans un film. Qu'est-ce qui va se passer? Puis je commence à rédiger. Puis à fur et à mesure que je rédige, je prépare mon matériel à côté dont j'ai besoin. Avec mes fiches à présenter aux élèves, tout ça. Puis là, en présentant ma fiche, je réalise qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire, il y a des questions que j'ai oublié de planifier. Il y a des choses qui deviennent illogiques ou j'ai des choses à rajouter avant, après. Puis là, je continue à travailler. Puis il y a cet aller-retour-là qui est comme incessant. Puis souvent, il y a des choses qui vont venir se greffer ou des idées là, qui commencent à apparaître un peu partout. Puis j'ai un peu de ménage à faire à la fin pour m'assurer que ça soit vraiment lisse. Toi, de ton côté, ça a l'air d'être vraiment différent. Moi, je travaille vraiment avec des présentations PowerPoint que j'utilise souvent en classe. Là, mes activités ont souvent des présentations PowerPoint parce que le support visuel m'aide à structurer. Mais en gros, moi, beaucoup de la structure de la planification se fait à travers comment j'expliquerais cette activité-là, tu sais, comment je la présenterais à des enseignants, par exemple. Alors, je vais vraiment passer je ramasse tous ces morceaux-là, puis j'essaye de les structurer pour qu'ils soient clairs si j'avais à les expliquer en 10-15 minutes à quelqu'un. C'est vraiment comme ça que ma structure finit par se faire. Puis après, je vais rajouter les détails dont j'ai l'impression qu'on a besoin pour animer. J'ai peut-être tendance des fois à y aller plus large avec des questions, tu sais, à questionner les élèves sur... Parce que je pense que les deux, c'est un souci qu'on a quand on crée des activités, c'est de laisser la place à la classe de nourrir les activités. Tu sais, il y a une grosse place à qu'est-ce qui va se passer, comme enseignante, on peut utiliser ce qui est en train d'arriver dans une classe pour amener les élèves quelque part. Je pense que ça, c'est un souci, tu sais, je conclurai peut-être là-dessus. On a vraiment le souci que nos activités soient riches puis intéressantes. Puis en général, quand on planifie une activité, on planifie le genre de choses que nous, on aurait le goût de faire dans notre salon un samedi après-midi. Donc, on veut avant tout, je pense que ça soit le fun, puis c'est ça qui va guider. Donc, oui, éducatif, mais comment on peut transformer ça pour que ça soit authentique, que ça nous représente bien, puis qu'on ait du fun à le faire vivre à nos élèves ou à nos étudiants. Parce que c'est peut-être ce qu'on veut transmettre au final, c'est notre curiosité puis notre intérêt envers les sciences. Si vous avez ça, votre activité, elle va être intéressante pour les élèves. Donc là-dessus, on va vous souhaiter une bonne rédaction, une bonne planification, puis on espère que vous allez avoir autant de plaisir que nous à faire ça déjà. Et on a bien hâte de voir ce que vous allez créer.